Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel enregistrement du Nouvel Esprit Public à l'école alsacienne devant un public qui nous émerveille par son nombre un jour où il est si difficile de se déplacer dans Paris. Ah non, ça c'est facile, c'est impossible de se garer en revanche. Jean-Louis Bourlange a des objections. Normalement, on remonte, si Jean-Louis Bourlange ne m'interrompait pas, on remonte la musique, mais puisque Jean-Louis Bourlange m'a interrompu, j'enchaîne en vous disant que nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous allons le faire avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste. Nous allons le faire avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Mathias Fekl, avocat et ancien ministre et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Je vous annonce quelques nouveautés, notamment que nous allons l'année prochaine organiser 4 enregistrements hors série qui porteront sur Paris. Le premier de ces enregistrements sera un lundi, non pas à l'école alsacienne, mais au Théâtre Michel, dans le 9e arrondissement de Paris. Ce sera donc la première de 4 émissions hors série consacrées à Paris et destinée, à enrichir le débat municipal et à mettre en perspective les questions qui s'imposent aujourd'hui à tous les Parisiens et à tous ceux qui aiment cette ville. J'ajoute que cet enregistrement nécessitera une participation aux frais, puisque ce sera au Théâtre Michel, et que vous pourrez en trouver toutes les modalités sur notre site et dans notre lettre d'information. Je vous annonce aussi que nous sommes écoutés à travers le monde, comme vous le savez, dans 165 pays, et plutôt que de nous vanter en nous tapant sur la poitrine de la totalité de nos auditeurs, je préfère vous dire que nous avons un auditeur au Pakistan, un au Kazakhstan, un à Belize, un aux Maldives, un au Salvador, un à Grenade, un au Mauritanie, un au Tchad, un à Macao et 2 au Paraguay. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré aux jeux vidéo et au pouvoir qu'ils prennent sur nous. Pierre-Jean Bengozi, économiste, retrace le triomphe spectaculaire de l'industrie du jeu vidéo, en particulier en Chine et en Inde, et il montre comment cet essor a nourri l'émergence d'une culture à la fois populaire et diversifiée. Louis Chevalier reprend l'analyse de Roger Caillois, pour qui les jeux sont le reflet des sociétés qui les pratiquent, et la journaliste Camille Suard retrace la saga d'une entreprise familiale bretonne, Ubisoft, devenue le 3e producteur indépendant au monde de jeux vidéo. Nous vivons de vos contributions, qui peuvent désormais, ce que j'ai déjà pensé à le dire, être défiscalisées à hauteur de 66%, et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Pour ma part, je remercie Christophe Leduc, Isabelle Sédard, un anonyme qui, voulant rester anonyme, n'en a pas moins ajouté au chèque qu'il nous a envoyé cette modeste contribution des riens par rapport à ce que vous m'avez apporté chaque dimanche. Je remercie aussi Mrs. Boyd from London et Maëlys de Fournoux. Nicolas Bavrez. Au nom de toute l'équipe du Nouvel Esprit Public, je remercie Philippe Magnin, Jean-Paul Matiex, Jean-Christophe Bras et Dharma Chelikani. Jean-Louis Bourlange. Si je comprends bien, Philippe, c'est le soldat inconnu qui nous soutient. C'est quand même quelque chose de formidable d'être soutenu par le soldat inconnu. Mais moi, c'est les soldats connus que je remercie en notre nom à tous. C'est Valérie Pinault ou Pinault, ça dépend. Je connais les Pinault qui veulent se faire appeler Pinault et d'autres qui veulent se faire appeler Pinault. Vous connaissez un nombre de Pinault impressionnant. Oui, Alexis Grimaud, Alex Grimaud, qu'on pourrait appeler Grimolt, Jean-Pierre Aubin et Laurent Clément Cusin. À ces 4-là, tous nos remerciements. Mathias Fekl. Au nom de toute l'équipe, merci à Olivier Siossian, Christian Mavet, François Lameau et Isabelle Barragan. Lucille Schmitt. Oui, je remercie Olivier Coursier, Yann Legrand, Yves Roumazeil et Pierrette Cohen-Mazelpeux. Merci à elles et à eux, et merci à celles et à ceux qui vont suivre leur admirable exemple. Intéressons-nous maintenant à cette grève, puisque 806 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, et 1,5 million selon la CGT, ont défilé jeudi dernier à Paris, à Rennes, à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux ou à Lille. La mobilisation
contre la réforme des retraites a été très importante. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, note une mobilisation, je cite, dans toutes les provinces de France, mais particulièrement exceptionnelle dans les petites communes et les villes moyennes, beaucoup plus en tout cas qu'en 1995. Fin de citation. Cheminots, policiers, avocats, enseignants, pompiers, routiers, personnel hospitalier, étudiants, retraités étaient dans les cortèges. 90% de TGV et 80% de TER ont été annulés, les métros et bus bloqués. 51,15% des enseignants du primaire et 42,32% du secondaire étaient en grève selon le ministère de l'Éducation, tandis que les syndicats, qui parlent de records historiques, font état de 70% des enseignants du primaire et 75% dans les collèges et les lycées. Au départ circonscrit à la seule annonce par les syndicats de la SNCF de leur grève reconductible, le mouvement a été rejoint par nombre de syndicats et de partis politiques, des insoumis au Rassemblement national, à l'exception du seul parti présidentiel. Une mobilisation que 68% des Français estiment justifiée selon un sondage Odoxa Densu Consulting pour Le Figaro et France Info. Fin octobre, 57% des sondés se déclaraient opposés au mouvement. Pour Philippe Askenazy, professeur d'économie à l'École normale supérieure, le gouvernement semble avoir tout fait pour entretenir le flou sur le contenu final de la réforme et sur ses intentions, ajoutant même des déclarations contradictoires sur la clause du grand-père, un paramètre parmi une infinité d'autres inconnus à ce jour. Fin de citation. Plusieurs mouvements de grève ont été reconduits. À la RATP, il doit durer jusqu'à lundi. Le Premier ministre devrait communiquer l'architecture de la réforme en milieu de semaine prochaine. La très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer, a rappelé vendredi Édouard Philippe. Une rencontre doit avoir lieu mercredi avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, je cite, pour clôturer le cycle de négociations sociales et de débat avec les Français. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Marx, dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, disait que l'histoire se répète deux fois, la première fois comme une tragédie et la seconde fois comme une farce. Ce qui est remarquable et inquiétant à la fois, c'est que 25 ans après le choc de 95 qui a mis fin de manière prématurée au septennat de Jacques Chirac, la France se retrouve exactement dans la même situation et que ce scénario infernal de 95 se répète avec des manifestations de masse, une opinion qui soutient et un président et un gouvernement qui sont dans l'impasse, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni retirer, sauf à perdre la face, ni obtenir de maintenir la réforme parce que aujourd'hui l'opposition est trop importante dans le pays. Et là où il y a une dimension de farce, c'est qu'on arrive à ce même scénario alors même qu'il n'y a toujours pas de projet de réforme qui a été clairement mis sur la table et explicité. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe et ce fiasco ? En fait, on est obligé de constater que ce qui a été fait sur les retraites, c'est exactement l'inverse de ce qui a été fait dans tous les autres pays développés quand on a voulu faire des réformes de structure. Il n'y a pas eu de leadership fort. On ne sait pas qui, successivement, le leader de ce dossier était M. Delevoye, le Premier ministre ou le Président de la République, et les déclarations contradictoires, comme le soulignait Philippe Askenazy, se sont multipliés. Il n'y a pas de pédagogie autre qu'une affirmation idéologique pour dire que le régime unique, c'est l'égalité, mais en même temps, on a vu se multiplier la prise en compte de situations particulières, pas de mesures précises, pas d'estimation des coûts. Sur ces 42 régimes, on ne sait toujours pas, après 2 ans et demi de travail, quels sont ceux qui sont bénéficiaires, quels sont ceux qui sont déficitaires, quelle est la démographie de ces régimes, quelle est leur situation exacte. Et donc, il n'y a pas de cap. Donc, voilà comment on peut expliquer aujourd'hui ce nouveau psychodrame. Alors, maintenant, est-ce que la réforme des retraites est indispensable ou non ? Elle est indispensable pour des raisons démographiques, parce que le nombre des personnes de plus de 65 ans va passer de 20 à 27% d'ici
à 2050, elle est aussi indispensable parce que, contrairement à ce qui est souvent dit, ce régime est déjà en déficit de 5 milliards et sera en déficit structurel d'à peu près 1 point de PIB à partir de 2025. Ce sont les calculs du corps qui sont des calculs objectifs et qui sont d'ailleurs plutôt optimistes parce qu'on part de l'idée que les gains de productivité seront de 1% par an, alors qu'aujourd'hui, les gains de productivité dans notre économie sont zéro. Et c'est vrai que, par ailleurs, il y a un problème d'inégalité puisque sur ces 42 régimes, on a des situations qui varient beaucoup. Les régimes spéciaux, on en a abondamment parlé, l'inégalité entre le secteur public et le secteur privé, avec un taux de remplacement qui est de 50 à 52% dans le privé, autour de 65% dans le public, et jusqu'à 88% à la RATP. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qui risque de se passer ? Ce qu'il faudrait faire, c'est revenir à la raison, c'est-à-dire partir du fait que le problème central, c'est le problème de la pérennité des retraites et que ça suppose de faire bouger l'âge de départ à la retraite. Il est de 65 à 70 ans dans tous les autres pays développés. La France, et c'est heureux, a une meilleure espérance de vie. Aujourd'hui, les gens partent autour de 61 ans. L'espérance de vie d'un homme, c'est autour de 80 ans, d'une femme 85 ans. Et il n'est pas possible, avec donc un nombre de retraités qui va augmenter, de laisser ce système. Si on le laisse en l'état, la seule solution, c'est l'effondrement des pensions. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler sur l'égalité, mais de manière progressive, avec résorber progressivement les régimes spéciaux, rapprocher le public et le privé, mais de manière progressive. Et enfin, il faut expliquer tout ça et l'inscrire dans une mécanique de reprise de l'économie, puisqu'évidemment, ça dépend du marché de l'emploi et notamment de la capacité à employer les seniors. Voilà ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Vraisemblablement exactement l'inverse, c'est-à-dire que je pense que entre le cynisme et la peur, les décisions qui seront prises, ça va vraisemblablement être la prolongation des régimes spéciaux avec une forme de clause du grand-père qui va s'appliquer et qui va les laisser perdurer pendant une quarantaine d'années. Il n'y aura pas d'augmentation vraisemblablement de l'âge légal de départ à la retraite, donc on va laisser s'installer le déficit. Et enfin, quand on rajoute les pensions minimales à 1 000 €, la pénibilité, le problème des enseignants qui est réel, on va avoir un système qui va coûter 15 à 16% du PIB, alors qu'il en coûtait jusqu'à présent 14%. Je rappellerai simplement qu'une des raisons pour lesquelles la Grèce s'est retrouvée en situation de défaut, c'est qu'elle avait un système des retraites qui lui coûtait 18% du PIB. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, je crois que ce qui se passe, c'est aussi une crise de confiance. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'on nous avait dit que c'était une grève générale des transports qui se passerait. Et au fond, la question de la grève des enseignants, par exemple, est venue confirmer le fait qu'au moment où l'éducation nationale est un des principaux chantiers de réforme d'Emmanuel Macron, la défiance est totale du côté du corps professoral, puisque les niveaux de grévistes et surtout en Île-de-France, et y compris dans des lycées, des établissements situés en zones très favorisées, ont été historiques. Donc il y a une crise de confiance et elle traverse aujourd'hui l'ensemble de la société française. C'est pas seulement ceux qui bénéficient des régimes spéciaux, c'est pas seulement ceux qui appartiennent à des milieux sociaux moins favorisés qui sont aujourd'hui concernés. C'est toute la question entre l'esprit de réforme et la réalité de réformer associé à une forme de justice et donc un pourquoi de la réforme qui est aujourd'hui posé. Donc par rapport à ça, moi j'ai trouvé très intéressant cette semaine de lire ce que disait Thomas Piketty sur le fait que lorsqu'on prétend à l'universalité, enfin, lorsqu'on avance l'argument de l'universalité pour réformer le système de retraite, c'est-à-dire l'alignement, en fait, des régimes spéciaux, des régimes du public et des régimes du régime général, il peut y avoir plusieurs types de modèles et il faut sans doute prendre en considération des critères qui aujourd'hui ne sont pas du tout explicites par rapport à ce que fait le gouvernement. Car que nous dit le gouvernement ? Il nous dit qu'un système universel par points sera un système juste qui offrira des garanties de stabilité du système de retraite. Mais il ne va pas au-delà et il n'affiche pas concrètement ce qui va en résulter. Du coup, l'addition des peurs est totale, c'est-à-dire qu'on voit s'additionner les peurs des avocats, des cadres supérieurs, des cheminots, des conducteurs de la RATP, des professeurs, et cette addition des peurs révèle le fait qu'au fond, chacun craint que son niveau de retraite baisse et que pour l'avenir, les choses ne soient pas assurées. Et donc, pour rebondir par rapport à ce que disait Nicolas, toute la question qui est aujourd'hui posée, c'est que le gouvernement soit capable d'afficher des principes de justice
justice sociale sur lesquelles, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on reste sur sa faim, et notamment qu'on arrête de présenter un certain nombre de... Il y a des régimes spéciaux, mais faut-il vraiment considérer les conducteurs de train comme des privilégiés par rapport au cadre supérieur? Cette question a aujourd'hui été explicitée. Faut-il réellement considérer que les inégalités d'espérance de vie entre les cadres supérieurs et par exemple les ouvriers, qui sont de l'ordre d'une dizaine d'années, ne doivent pas être prises en considération? Il y a donc toute une série d'éléments en fait autour de cette grève, de cette coagulation en fait des catégories qui font grève, qui révèlent des choses qui sont aujourd'hui implicites. Différence d'espérance de vie, différence de niveau de retraite, inégalité de salaire et capacité à intégrer dans le système de calcul par points des différences de calcul aujourd'hui puissantes. Pourquoi est-ce que les professeurs font grève? Parce que aujourd'hui la question des primes n'est pas intégrée dans le calcul de la retraite des fonctionnaires, que leur niveau de salaire est faible et qu'ils ne sont pas rassurés par les arguments que Jean-Michel Blanquer évoque en disant « Ne vous inquiétez pas, nous allons intégrer dans votre salaire, dans le calcul des retraites, un niveau de prime qui aujourd'hui est très faible. » Donc, crise de confiance, inégalité salariale que l'on découvre. Et moi, je pensais à ce qui s'est passé autour des 35 heures et du fait qu'elles ont, alors que la gauche estimait que ce serait un élément de justice sociale et de partage du travail, cette mesure des 35 heures est devenue le scotch du capitaine Haddock. On a eu le sentiment que ça collait à la gauche comme si elle avait créé de nouvelles inégalités. Il faut qu'Emmanuel Macron fasse attention à ne pas donner le sentiment qu'il alimente la machine à créer des inégalités autour de cette question de la réforme des retraites. Le scotch du capitaine Haddock, c'est le sparadrap. Le scotch, c'est ce qu'il boit, et le sparadrap, c'est ce dont il n'arrive pas à se débarrasser. Mathias Feckl. Le Loch-Lomond, le scotch de Hergé, c'est le Loch-Lomond. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Plusieurs choses sur cette grande grève. D'abord, il me semble qu'on est dans une spécificité assez française qui fait qu'aujourd'hui, il y a des manifestations contre un texte dont même le projet n'est pas encore publié, que, inversement, des ministres défendent un texte qu'eux-mêmes ne connaissent pas, puisque les arbitrages sont rendus ce soir à l'Élysée, dans une réunion au sommet. Alors, nous, de même, nous commentons ensuite une actualité dont on n'a pas tous les éléments. Ça me semble un premier élément extrêmement important sur la difficulté à avoir un débat public apaisé, serein et portant sur des faits objectifs. Alors ensuite, si autant de peurs sont créées, c'est aussi parce qu'il y a des raisons objectives. Et il me semble que dans cette réforme, comme dans beaucoup d'autres, il y a eu d'abord une difficulté à poser clairement les choses. Et si le sujet est très sensible, c'est parce que tout le monde aujourd'hui se dit qu'il peut être perdant. Il y a un sentiment de déclassement très fort depuis de longues années, et que cette retraite vient encore cristalliser parce que c'est la vie quotidienne de chacun. Et aujourd'hui, le maître mot de toute réforme, ça doit être l'exigence de justice, l'exigence d'égalité. Or, quand un pouvoir commence une de ses premières décisions en supprimant l'impôt sur la fortune, je pense qu'ensuite toutes les réformes sociales du quinquennat deviennent quasiment impossibles. Parce que, pour une raison objective pour le coup, et pas du tout abstraite et irrationnelle, il y a cette crainte, ce sentiment auprès des Français que finalement la réforme qui vient créera une perte pour eux. Alors ensuite, quel bon système mener? Il n'y a pas d'Iaka Faucon. Ce qui est certain, c'est que un système qui n'intègre pas de manière claire les sujets de pénibilité, les sujets que tu as évoqués de différence d'espérance de vie à la retraite, qui sont quand même la question. On peut dire, oui, l'espérance de vie s'allonge, c'est tout à fait vrai, elle s'allonge en moyenne, et elle s'allonge globalement pour tout le monde. Mais un ouvrier qui arrive à la retraite aujourd'hui a quand même une espérance de vie en bonne santé, bien moindre que celle d'un cadre ou d'une profession libérale globalement. Donc là-dessus, j'espère que les nouvelles de la semaine prochaine seront extrêmement rassurantes, parce que sinon on sera dans une situation très compliquée. Deuxième point que je voudrais faire là-dessus, alors qui est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire avant, il me semble que le retour de la grève comme moyen d'action et le retour à travers ça aussi des syndicats et des corps intermédiaires est une assez bonne nouvelle dans le contexte. Parce que Nicolas parlait tout à l'heure de tragédie et de farce, mais le risque, c'est que la tragédie, ce soit notre époque, et que le seul mode d'action violent, en réalité, permette d'obtenir des avancées. C'est ce qui s'est passé il y a un an, lorsque notamment Laurent Berger, la CFDT, avait fait un certain nombre de propositions après les premières manifestations des Gilets jaunes, qui avaient été assez vite écartées,
Et du coup, c'est un dimanche ou un samedi d'action extrêmement brutale sur les Champs-Élysées qui avait permis de débloquer des milliards et des milliards d'euros d'aide en quelques minutes. Et donc le fait qu'on revienne vers des mouvements d'expression, de revendication et de conflictualité sociale qui ont un cadre, qui peuvent pour autant être extrêmement vigoureuses, extrêmement exigeantes, mais qui ont un cadre, me semble quelque chose d'important, potentiellement de positif, si on revient vers un dialogue social qui soit confiant, qui soit exigeant de part et d'autre, mais qui puisse ensuite aboutir autrement que par la surenchère violente. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est quelque chose de très, très dur pour un parlementaire de la majorité de parler de ces choses, parce que je me rappelle l'élection législative, il y avait 2 mesures. Il y avait l'ISF, on assumait assez bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Mathias. Je crois d'abord que c'était une nécessité d'abaisser ce type de fiscalité. Et deuxièmement, je ne pense pas que ça contamine directement le dossier sur les retraites. Il y avait la CSG. La CSG, c'était très impopulaire. Et on avait, pendant la campagne, en réalité, les seules personnes qui votaient clairement dans une circonscription modérée comme la mienne, les seules personnes qui votaient résolument contre les candidats RM et Modem, c'était les personnes âgées qui se trouvaient concernées par l'augmentation de la CSG. On n'a pas parlé beaucoup de la réforme des retraites, mais moi, j'étais très conscient que la position de principe du président était quand même assez paradoxale, de dire on fait une réforme systémique. Là, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire, l'égalité, la résorption d'un certain nombre de différences, bien que ça se discute aussi, mais l'exclusion du paramétrique. L'exclusion du paramétrique, c'est quand même quelque chose de grave, parce que chacun savait que c'était la priorité fondamentale que de conduire peu à peu les Français à travailler à peu près aussi longtemps que la plupart, quand même, que la quasi-totalité des salariés européens, des travailleurs européens, qui sont tous au-delà de 65 ans. Ça avait été un effort énorme de la part de Sarkozy, et tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, quel que soit ce qu'on pense du bilan de M. Sarkozy, que cette réforme-là, qui a été très dure, que moi j'ai toujours soutenue à l'esprit public, est une réforme qui est heureuse, et heureusement qu'on l'a. Bon. Et donc, il fallait continuer. Et continuer, c'était très cher, très dur, très cher politiquement, très dur, et ça impliquait effectivement, sans doute, l'ouverture d'une grande négociation. On ne pouvait pas imposer des mesures d'âge, quelle que soit la forme, que ce soit le nombre d'années, la date pivot, enfin l'âge de départ. Il y avait plusieurs choses, mais il y avait là matière à une très grande négociation salariale sur l'incitation, le renforcement de l'incitation au travail des seniors, sur des mesures d'ergonomie du travail, comme les Allemands en prennent beaucoup, de manière à permettre à des gens de travailler dans des conditions de confort physique bien supérieur, les problèmes de pénibilité qui sont réels et qui sont pas jusqu'à présent traités d'une façon satisfaisante, le problème peut-être de l'incitation par des mesures fiscales ou sociales au travail des seniors. Il y avait certainement tout un volet de négociation autour de ça. Mais la priorité, on a exclu cette affaire-là. Et là, du coup, Laurent Berger est fondé aujourd'hui à dire que quand le Premier ministre, Madame Buzyn ou d'autres disent on peut pas s'en tirer, même Darmanin disait ça aussi, on peut pas s'en tirer on peut pas financer cette affaire si on n'allonge pas, on ne retarde pas d'une manière ou d'une autre le passage à la retraite. À ce moment-là, Laurent Berger est fondé à dire vous sortez de l'épure, vous sortez du cadre qui a été défini, et là c'est extrêmement difficile d'aller contre, parce que c'est pas simplement quelque chose qui n'a pas été prévu par le président dans son programme, mais c'est quelque chose qui a été exclu. Le paramétrique a été exclu. Et là, ça fait qu'on est dans une situation extrêmement délicate. Alors moi, je trouve que dans cette affaire, je suis quand même très très inquiet. D'abord, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été, je crois que c'est un article du Point qui faisait l'analyse, le Point, de ce que la façon dont cette affaire était perçue en Allemagne. Et les Allemands
se disent, mais les Français sont vraiment tombés sur la tête de faire des choses comme ça. Ils disent, on a une immense manifestation avant même de connaître le projet. Donc personne ne sait ce que c'est que ce projet. Bon, pour un Allemand, non, on commence par regarder ce qu'on a, on est pour, on est contre. Deuxièmement, on a des manifestations avant la négociation. Pour un syndicaliste allemand, la logique, c'est de dire, on a un truc qui nous plaît ou qui nous plaît pas, on négocie avec l'État, avec le patronat, et si sa négociation marche pas, on fait grève. Et la troisième chose qui étonne les Allemands, c'est l'amalgame politique de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et la quatrième, c'est sur le fond, ils disent, mais comment les Français peuvent-ils s'accrocher à un système, bien sûr, ils sont plus jeunes que nous, mais peuvent-ils s'accrocher à un système aussi dérogatoire en termes d'âge, et ne même pas poser le problème de l'âge comme problème central dans une affaire pareille. Donc les gens nous regardent vraiment comme des espèces tout à fait étranges. La différence avec 95, c'est quand même la réforme, elle avait été annoncée, alors qu'en 95, elle avait su toute l'opération Juppé avait été la conséquence et la suite de la déclaration très curieuse de Chirac en septembre, disant bah non, la fracture sociale, etc. Oui, bon, c'était plus dur que je ne pensais, donc on avait mis ça sur le côté. La logique aurait été effectivement de nommer Seguin et pas Juppé. Moi, je préfère Juppé dans les orientations politiques, mais c'était ça. Mais là, on a tenu le coup. Alors, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. La gestion est totalement... Donc, la priorité est vraiment bizarre. Il fallait... la priorité, c'était le donnant-donnant des mesures d'âge contre des mesures sociales. C'était ça qu'il fallait acheter. Deuxièmement, 2 ans et demi de concertation sans qu'on sache de quoi on parle, au bout de 2 ans et demi. C'est donc une incertitude renforcée par le système des points. Le système des points, c'est pas bête du tout. Mais pour les Français, les points, c'est du Monopoly, c'est de la monnaie de Monopoly. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est pas de l'argent. Donc c'est extraordinairement anxiogène. Et puis, enfin, on peut se demander si cet appel à l'universalité, à la centralisation, à une sorte d'égalité organisée et tenue par l'État, est vraiment conforme à ce que doit être une vie sociale. Moi, j'ai l'impression quand même que la retraite, c'est pas simplement l'égalité entre tout le monde, c'est aussi un élément de cohérence dans une vie professionnelle. Une vie professionnelle, ça comporte un certain type de métier, un certain rythme, un certain niveau de formation, un certain degré de pénibilité, et tout ça, un certain niveau de salaire, un certain niveau de stabilité de l'emploi, tout ça forme un tout, et la retraite n'est pas étrangère à cela. Donc je me demande vraiment, bien sûr, il fallait favoriser l'égalité, sans doute aller progressivement vers l'alignement de tout le monde sur le régime général, mais je me demande vraiment si c'est très raisonnable d'imposer ce que Jean Giraudoux aurait appelé le légume unique à l'ensemble des Français. Nicolas Bavrez. Je ne suis pas certain de suivre Jean-Louis Bourlanges sur le fait que Alain Juppé soit plus raisonnable que Philippe Séguin. En revanche, je le rejoins sur le fait qu'il faut lire Le Point. Mais donc, sur ce qui s'est passé, je crois que les 2 grandes erreurs, on les a bien vues. Il y a une erreur, qui était un très beau slogan d'une campagne, mais qui se révèle très compliqué dans la réalité et qui intellectuellement ne tient pas. C'est-à-dire que le fait de passer par un régime universel par points règle le problème de l'équilibre financier et règle le problème de la justice sociale de manière automatique. Et ça, c'est faux. La deuxième erreur, c'est l'erreur de méthode. L'idée que, en étendant dans le temps, plus on étend dans le temps et plus on laisse le flou sur le projet et plus on a de chances d'y arriver. Et c'était évidemment une mécanique qui s'est renversée. Au-delà, je voudrais revenir sur et prolonger la réflexion de Matthias Fekl qui peut être tout à fait juste, c'est-à-dire l'idée de l'inversion entre la farce et la tragédie. Un des éléments à prendre en compte, c'est que de fait, Emmanuel Macron, comme Jacques Chirac, va jouer son mandat. C'est la 2e grande crise qu'il affronte après les Gilets jaunes. Et il va le faire avec un pays qui est quand même beaucoup plus dégradé qu'en 95. Une économie donc qui croît au maximum de 1%, un taux de chômage qui reste extrêmement élevé, des gains de productivité qui sont nuls. Des finances publiques avec un taux d'endettement de l'État de 100% du PIB qui laisse pas de marge financière en réalité.
une société qui est quand même extrêmement affaiblie, divisée, dégradée, et avec effectivement 66 millions de Français qu'on a mis en état de crise de nerfs, et surtout la dégradation du système politique. En 97, la dissolution était une idée absurde, justement pour essayer de relégitimer tant bien que mal Alain Juppé. Elle s'est terminée comme vous le savez, mais on avait une gauche qui était en état de gouverner et qui l'a montré, puisque le gouvernement Jospin a parlé des 35 heures, on peut discuter du bilan, mais la France a été gouvernée, et plutôt bien gouvernée, pendant ces 5 années. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative, pour l'instant, dans la droite ou dans la gauche de gouvernement. Donc, là où la situation est très inquiétante, c'est que après les Gilets jaunes, derrière ce nouveau dérapage, c'est vrai qu'en face, c'est le Rassemblement national. Lucile Schmitt. Oui, moi je voudrais réagir par rapport à ce qu'ont dit Jean-Louis et Mathias sur le fait que faire grève avant de connaître le contenu exact du projet, c'est un paradoxe français. Moi, je ne sais pas si c'est un paradoxe français, mais je crois que, d'une certaine manière, ce qui s'est passé auparavant explique la grève. C'est-à-dire que la question de la réforme de la SNCF, la question de la réforme éducative, la question du contournement des corps intermédiaires, le fait que Delevoye ait reçu très longuement justement toutes les organisations, mais qu'on ne connaisse pas les contours de la réforme, je crois que ça fait peser sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron la question de l'incertitude plus que du côté de la société. C'est-à-dire que ne pas être capable d'afficher la réforme, ça inquiète et ça rajoute à la crise de confiance. Donc je trouve que dans cette grève, il y a quelque chose qui était assez prévisible. La deuxième chose que je voulais dire, et en écho à ce qu'a dit Jean-Louis sur la question des seniors, c'est que dans les autres pays de l'Union européenne, on s'est intéressé à la place des seniors et on a traité ça d'une certaine manière comme une question de société et pas seulement comme une question financière. Mathias disait, au fond, à travers ce débat sur les retraites, on se réintéresse à la question de notre vie concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais avoir les moyens de vivre, est-ce que je vais avoir les moyens d'avoir une vie heureuse au moment où je suis plutôt dans une situation où je me dis c'est le moment ou jamais d'avoir une vie heureuse. Et là, on traite ça d'une manière technocratique en parlant des points, alors que par exemple dans les pays du Nord où la question de la place des seniors s'est posée beaucoup plus tôt que chez nous, pour des raisons démographiques, on a traité ça en termes humanisés, on a traité ça en termes de capacité de donner une place aux seniors dans les équipes, en termes d'expérience, etc. On est le pays de l'Union européenne où le chômage des seniors est le plus élevé. Donc ce paradoxe, il est aussi derrière cette grève. C'est toute la question de mais quelle place nous donnez-nous ? Est-ce que vous allez juste nous dire que nous aurons des retraites plus faibles ? Donc il y a la question de l'humanisation aussi de la politique menée par ce gouvernement et la question d'Emmanuel Macron. Moi je trouve que par exemple l'argument consistant à dire qu'Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne qu'il allait réformer le régime de retraite, donc il faut le faire, c'est quand même un argument qui est assez faible. Mathias Fekl. Sur la grève, c'était plutôt une remarque générale, plutôt que sur cette grève-là. C'est vrai que c'est quelque chose de récurrent et qui étonne beaucoup à l'étranger. C'est vrai en Allemagne comme ailleurs. À mon avis, on est au bout d'un cycle politique et au bout d'un cycle de la manière dont les Français dialoguent ensemble. Il n'y a plus aucun lieu d'appropriation aujourd'hui des débats. Dans l'entreprise, le dialogue social fonctionne pas très bien, en tout cas beaucoup moins bien qu'ailleurs. Là aussi, on peut comparer à l'Allemagne où quand même la Mitbestimmung, la participation, est quelque chose qui fonctionne dans un niveau d'assez petites entreprises. Vous avez une vraie association des salariés, y compris aux grands choix stratégiques de l'entreprise, y compris à des questions de partage de la valeur ajoutée, qui est quand même le cœur du sujet, notamment quand on voit son évolution sur les dernières décennies. Donc, dans l'entreprise, ça fonctionne pas très bien. Au niveau local, peut-être, ça fonctionne encore. Ça dépend des maires, pour le coup, et de leur personnalité. Et au niveau national, le Parlement sous la Ve République et, à mon avis, sous le quinquennat encore plus, est quand même devenu un lieu assez évanescent, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai été parlementaire, donc c'est pas du tout pour dire ça aujourd'hui, mais c'est quasiment un théâtre d'ombre, l'Assemblée nationale. Les débats aujourd'hui se font dans les grands débats, se font dans un face-à-face direct avec un panel de Français et le président de la République. Et en réalité, le Parlement, à la fin, est là pour venir avaliser des choix. Donc, ce manque de lieu d'appropriation, de vraies discussions, de capacité à progresser, avancer avec les citoyens et avec leurs représentants est, à mon avis, une des causes des dérèglements actuels, une des causes de l'hystérisation
permanente du débat public. Jean-Luc Bourlanges. Oui, j'avais exactement la même réaction que Mathias en écoutant ce que disait Nicolas sur la farce et la tragédie. Je pensais qu'effectivement nous vivions quelque chose de beaucoup plus tragique qu'en 95. Bien que 95, c'était vraiment le résultat à la fois d'un tête-à-queue de Chirac assez brutal et d'une maladresse de Juppé. Je ne sais pas s'il est plus ou moins raisonnable, mais je trouve que son aspiration politique était plus solide que celle, moins risquée que celle de Seguin. Mais en tout cas, il avait pris un risque énorme sur les régimes spéciaux. Je me rappelle un de mes camarades qui a été directeur de la sécurité sociale, était dans les tribunes quand Juppé a eu. Il faut rappeler d'ailleurs que quand Juppé a proposé sa réforme, ça a été un formidable soutien, et pas seulement de la droite, de la CFDT et de la gauche rocardienne, de Claude Évin, d'un certain nombre de gens. Tout le monde était, comme on dit maintenant, parce que les ovations sont toujours standing maintenant, il a eu une ovation impressionnante du Parlement quand il a fait ça. Et c'est après, et à cause notamment de cette histoire des conducteurs de locomotives, donc il avait une maladresse. Tandis que là, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, nous sommes vraiment dans quelque chose qui existait, qui n'a pas été suffisamment pris en compte et qui est très difficile à prendre en compte, qui est ce que Fourquet appelle l'archipélisation. L'éclatement du corps social, c'est sensible dès les résultats, dès le déroulement de la présidentielle, l'impossibilité de faire fonctionner le second tour comme le tour du grand choix commun. En 2002, Chirac, Jospin et Le Pen sont dans un mouchoir de poche au premier tour. Au second tour, Chirac fait 82%. Parce que les Français disent notre France, elle est là, elle n'est pas chez Jean-Marie Le Pen. Il y a une sorte de forte adhésion. C'est fini tout ça. On voit bien dans quelles conditions, alors que Macron avait fait un meilleur score que Chirac au premier tour, on voit bien qu'au second tour, ça a été beaucoup plus laborieux, difficile, énormément de votes blancs, énormément d'abstention, le mélange d'attitudes très confuses de Mélenchon. Alors, Delvoye là-dedans, c'est vraiment le triomphe c'est extrêmement... C'est le despotisme. Quand vous écoutez Jean-Paul Delvoye, c'est très bien. Il dit, je prends ici, j'en mets là, ce truc, etc. Il a une espèce de mécanique de redistribution générale dont il est le seul à avoir la clé. C'est une sorte vraiment de despotisme du bien commun qui est tout à fait impressionnante. Et il donne le sentiment d'être le Piranèse de la réforme des retraites. Vous avez partout, dans une atmosphère ombreuse, des ponts, des tunnels, des escaliers qui s'en mêlent, tout ça conduit, on ne sait pas où ça va. Et ça crée une impression extrêmement inquiétante, alors qu'il est vraiment très bien intentionné et il sait concerter tout le temps. On n'a pas contourné les acteurs syndicaux, mais on n'arrive pas à aboutir, on n'arrive pas à proposer quelque chose, parce qu'il y a cette hésitation finale. Et enfin, alors, sur les conséquences, je voudrais juste dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans cette affaire, on voit bien comment ça va évoluer. C'est que le gouvernement va vouloir aboutir avec sa réforme, et cette réforme, on va contourner, on va éviter la seule chose qui était importante, qui étaient les mesures d'âge, parce que c'est pas vendable, et on va payer très cher, je dirais un pognon de dingue, pour avoir un certain nombre de mesures d'égalisation, et c'est très exactement ce qui n'est pas prioritaire en France. On a des retraites qui coûtent très cher, on a la nécessité de faire travailler les gens plus longtemps, et on risque de manquer ces deux objectifs, et je trouve que c'est quand même assez affligeant. C'est sur cette prévision que nous allons changer de sujet. Je voudrais quand même rappeler que juste avant que François Mitterrand ne le renvoie à ses études, Michel Rocard avait été l'artisan, en tout cas le commanditaire d'un livre blanc sur les retraites, dont la lecture aujourd'hui peut apprendre beaucoup de choses et aussi peut faire penser que si ce livre blanc avait pu avoir des suites concrètes, nous serions épargnés ce qui est en train de se passer ces jours-ci. Intéressons-nous à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP25, COP étant pour Conference of Parties, qui se tient du 2 au 13 décembre à Madrid, sous la présidence du Chili, qui a dû renoncer à accueillir l'événement en raison de la crise politique en cours.
Cette COP est donc la réunion des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a été adoptée en 1992 et à l'occasion de cette 25e édition, des décisions devraient être prises sur au moins 3 sujets. Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être revus à la hausse, la réduction, évidemment, pas les émissions, l'aide aux pays les plus vulnérables et l'encadrement des marchés carbone. En 2015, faisant suite à la COP 21, l'accord de Paris, approuvé par 195 délégations, convenait de tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Toutefois, la somme des contributions volontaires pour réduire les émissions domestiques à effet de serre annoncées par l'ensemble des pays ne permettait pas de contenir le réchauffement planétaire en dessous de la barre des 3 degrés. En 3%, c'est une obsession européenne. En outre, si pour certains États, l'accord est contraignant, pour d'autres, il n'en est rien, puisque le traité ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des engagements. 4 ans plus tard, dans un compte-rendu sur le climat publié en septembre, l'ONU évoquait une décennie perdue. Dans son 10e rapport annuel publié le 26 novembre dernier, l'Organisation internationale rappelle que le niveau actuel d'émissions de gaz à effet de serre est quasiment le même que ce que nos rapports prévoyaient pour 2020 si aucune politique n'était mise en place. Fin novembre, l'Organisation météorologique mondiale annonce quant à elle que la présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a battu de nouveaux records en 2018. A priori, cette COP25 ne devrait pas être l'occasion de grandes décisions. Elle devrait lancer la dynamique vers celle de Glasgow l'an prochain. Très attendue, cette COP26 sera le premier grand rendez-vous dans le cycle onusien depuis la signature des accords de Paris. Les États volontaires y seront appelés à présenter de nouvelles contributions nationales, plus ambitieuses. Pour l'instant, seuls 68 pays, essentiellement des pays en développement, le Chili, le Mexique, l'Argentine, le Fidji, les îles Marshall, par exemple, sur les 197 membres de la Convention cadre de l'ONU, s'y sont engagés. Aucun des principaux pollueurs, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Canada, l'Australie, le Brésil, à l'exception de l'Afrique du Sud, n'a encore montré qu'il était prêt à s'engager davantage dans la bataille pour le climat. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. D'abord, en forme de clin d'œil, je voudrais rappeler que la COP 1 avait eu lieu à Berlin et qu'Angela Merkel, à l'époque ministre de l'Environnement allemande, y avait marqué dès 1995 une grande autorité et avait lancé quelque part sa carrière politique à travers cette COP 1. Tout ça pour, évidemment, lutter contre le sentiment de dépression qui peut nous saisir lorsqu'on écoute l'exposé de Philippe, avec ce sentiment que, de toute façon, quelque part, les jeux sont déjà faits, qu'il est déjà trop tard. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une résonance très forte dans la société, puisque, vous le savez sans doute, la climato-dépression, la manière dont notre psychologie réagit par rapport à l'accumulation des indicateurs extrêmement dramatiques sur ces questions climatiques, mais aussi sur l'extinction, la biodiversité, la 6e extinction des espèces, les appels de scientifiques, 15 000 scientifiques, 20 000 scientifiques au niveau mondial qui se multiplient pour nous dire qu'il est déjà presque trop tard et chaque année il est déjà presque trop tard. Tout ça crée un climat qui évidemment ne favorise pas le fait de croire à la COP25. Je voudrais pourtant défendre l'inverse pour différentes raisons. La première, c'est que on voit bien qu'à travers la résonance dans l'ensemble de la société, et notamment évidemment du côté de la jeunesse, il y a une société internationale de lutte contre le dérèglement climatique qui s'est levée depuis l'année dernière. C'est pas seulement Greta Thunberg, mais c'est aussi le fait que partout, de l'Australie à la Suède, mais aussi en Inde et aussi en Afrique ou en Amérique latine, cette question des mobilisations assez vitales sur les enjeux climatiques et plus généralement les enjeux écologiques montre une vitalité démocratique auquel on assiste peu dans les démocraties institutionnelles. Toute la question qui est ensuite posée à ceux qui ont le pouvoir, c'est évidemment ce qu'ils font de cet élan qui est aussi porté ailleurs que dans la jeunesse. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire porter sur la jeunesse trop de responsabilités. Je crois que c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous. Et on voit bien comment Antonio Guterres, par exemple le secrétaire général de l'ONU, qui s'est saisi à bras-le-corps de cette question climatique, a mis aussi les entreprises face à leurs responsabilités avec l'idée que le lien à faire entre économie et écologie et le lien à faire entre questions territoriales et écologie dépasse infiniment la question de la négociation diplomatique. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de réaliser que c'est un grand exercice diplomatique, cette COP25, mais c'est d'abord, en termes de symbole, un moment où tous ceux qui comptent, et donc c'est l'ensemble d'entre nous, en termes d'acteurs, doivent se mobiliser.
Il s'agit donc de rendre les choses concrètes, alors même que lorsqu'on écoute l'exposé de Philippe, on se dit tout ça est extraordinairement abstrait par rapport à la réalité que nous vivons, qui est une réalité de dérèglement qui est avérée, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 1 degré de plus qu'à la fin du 19e siècle, qu'on sait que c'est le directeur de l'Organisation météorologique mondiale qui l'a dit, lorsqu'on examine la quantité de CO2 disponible dans l'atmosphère aujourd'hui, on s'aperçoit que le seul moment où ça a déjà existé, il y a plusieurs millions d'années, le niveau des mers était de 5 à 10 mètres supérieur et la température était beaucoup plus élevée. Donc on voit bien que ce qui est aujourd'hui posé à travers cette COP25, c'est non seulement la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais surtout l'adaptation au changement climatique et la capacité des pays les plus développés à manifester vis-à-vis des pays qui déjà subissent les choses, les moins développés, les populations les plus vulnérables, mais aussi dans nos pays, les populations les plus vulnérables, une forme de solidarité qui n'existe guère. Donc ce qui se passe aujourd'hui à travers cette COP25, c'est la capacité à réconcilier ce qui avait été dit au moment de l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'il fallait faire un scénario de 2 degrés de maintien du réchauffement climatique et des contributions nationales qui disaient qu'au fond on allait arriver à 3,5 degrés, c'est-à-dire une sorte de décalage et d'incohérence inscrit dans les textes de l'ONU. Par rapport, oui, je sais qu'il faut que j'arrête Philippe et je suis intarissable, mais ce qui me semble donc très, très important, c'est la réconciliation donc entre ces contributions nationales et un exercice diplomatique abstrait, et cette capacité à articuler les questions d'adaptation au changement climatique que nous voyons en France. Un petit rappel, la France est, avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le pays de l'Union européenne où la question des catastrophes naturelles et des dérèglements climatiques est aujourd'hui la plus sensible. Il ne s'agit pas d'une négociation diplomatique abstraite, il s'agit de savoir comment est-ce que la population française va s'adapter par rapport à un phénomène qui est déjà là. Matthias Fickel. Je voudrais insister sur, un peu comme pour la grève, sur une série de paradoxes dans lesquels on est, me semble-t-il, dans ces sujets commerciaux, et d'une série d'oppositions entre une manière classique de prendre en charge les problématiques d'intérêt général et puis la manière contemporaine. La première opposition, c'est une opposition de temporalité entre l'instantanéité des exigences telles qu'elles s'expriment sur les réseaux sociaux et de l'autre côté quand même la lourdeur des négociations internationales, des organisations internationales. Et je dis ça sans critique, heureusement qu'elles sont là, mais un processus de négociation, ça prend énormément de temps. Une ratification, même pas la négociation, mais une ratification d'un accord commercial aujourd'hui, entre le moment où les discussions sont terminées et le moment où il entre en vigueur, il faut à peu près 5 ans. Donc vous voyez, 5 ans à l'échelle de Twitter ou d'Instagram ou que sais-je, ça marche pas. Première opposition. La deuxième opposition, c'est une opposition de méthode. Entre d'un côté des solutions qui s'expriment dans l'espace public de manière extrêmement brutale, on peut dire, en tout cas une exigence, il faut faire ça. Et de l'autre côté, des organisations internationales et un fonctionnement de la sphère internationale qui procède par consensus, par discussion pas à pas, par rapprochement des points de vue. Une troisième série d'oppositions, c'est celle des personnalités qui prennent en charge ces problèmes. Avec d'un côté des activistes, Greta Thunberg est la dernière en date, mais elle a été précédée par beaucoup d'activistes dont d'ailleurs certains ont fait progresser énormément les combats écologiques. Et de l'autre côté, les représentants élus des citoyens. Avec à la fin un paradoxe, c'est que nous tous, nous avons des attentes et des exigences extrêmement fortes en la matière, qui peuvent s'exprimer d'ailleurs avec énervement et irritation envers les gouvernants. Et en revanche, quand il s'agit pour chacun de changer son propre mode de vie, les choses deviennent plus compliquées. Et donc à partir de là, il me semble que la grande question sur la COP, comme pour l'environnement en général et pour beaucoup de problématiques de politique publique, c'est d'abord comment est-ce qu'on intègre cela concrètement dans les politiques publiques, comment ça devient vraiment contraignant, opposable, comment dans l'ordre international et dans le droit international, les sujets environnementaux deviennent une sorte de je ne sais pas s'il faut dire constitution, mais en tout cas de normes supérieures. Et ensuite, tout au contraire, sur le terrain, comment nous, chacun, dans nos modes de vie, de citoyens, de consommateurs, on réussit aussi à s'appliquer cela. Et je ne suis pas sûr, si on fait tous nos examens de conscience, à commencer par moi, qu'on soit tous totalement au rendez-vous de ce que par ailleurs on proclame quand on s'exprime sur ces sujets. Donc voilà, à mon avis,
avec un peu de recul, quelques pistes de réflexion. Alors, il y a des choses qui bougent. Moi, je suis comme Lucille plutôt optimiste quand même. Les choses bougent au niveau international. Le fait que depuis le sommet de Rio en 92, il y ait de manière régulière des sommets avec des décisions, des résultats, des traités et donc des choses opposables et qui se transposent dans les législations nationales, c'est un progrès phénoménal. Quand on voit d'où on partait au moment de la publication du rapport Brundtland à la fin des années 80, on a quand même évolué de manière phénoménale. Quand on voit aussi comment les entreprises aujourd'hui transposent les choses, les grandes compagnies maritimes par exemple qui cette semaine encore ont dit nous on va prendre notre part en ralentissant nos navires, je pense qu'un mouvement quand même assez irréversible commence à être enclenché. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi personne ne m'a jamais fait le reproche d'être optimiste. Il faut reconnaître. Il faut désespérer de rien. Et là, je trouve un dossier qui ne me permet pas de faire mentir ma réputation. Je crois qu'on est vraiment au cœur de l'impossibilité politique qui est celle de notre temps, pour des raisons très profondes. Et on voit bien que ça, tout le monde en a compris, que c'était un enjeu vital, ce que tout le monde savait depuis longtemps, mais que c'était un enjeu proche, aux conséquences rapprochées. Ça, c'est une découverte des 15 dernières années. Avant, on pensait que c'était pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, que nous aimons beaucoup, mais c'était pas nous. Et là, on sait que non, c'est maintenant que ça se passe, et on voit tous les désordres climatiques déjà. Il suffit d'avoir les bulletins de météo, c'est absolument désespérant. Donc on a un enjeu vital. Toutes les analyses à moyen terme montrent que tout ça est catastrophique, que l'eau va monter, que l'eau monte, qu'il y aura des désordres considérables, que les conséquences géopolitiques vont être énormes en termes de migration, enfin, c'est véritablement quelque chose d'apocalyptique, et les gens en sont parfaitement conscients. Donc on a, pour des responsables politiques, on a un défi qu'il faut absolument relever. C'est un défi massif. Je ne sais pas. Alors ensuite, deuxièmement, on n'est pas d'accord vraiment sur le diagnostic. C'est-à-dire, maintenant, je crois qu'il n'y a plus de climato-sceptiques qui disent qu'il n'y a pas d'augmentation de réchauffement climatique. Ça n'existe plus, ou très, très marginalement. Notre ami Max, je crois, lui-même en conviendrait s'il était encore avec nous. Mais en revanche, est-ce que nous avons la main en tant que espèce humaine pour corriger cette affaire-là, ou est-ce que ce sont des forces qui nous dépassent? C'est incertain. Est-ce que ça passe par une mise en cause des structures libérales, capitalistes du monde, auquel cas ça nous renvoie à une utopie complète, parce que on sait bien qu'on ne va pas remettre en cause, quelles que soient les opinions qu'on a les uns et les autres, qu'on ne va pas remettre en cause l'ordre capitaliste mondial dans les 15 à 20 années qui viennent. Il y aura des secousses, des catastrophes, des tas de choses, mais on ne va pas tout à coup réinventer le socialisme réel. Donc si, comme certains écologistes lient leur affaire à ce type de mutation, on n'est pas à l'aise. Mais même dans un cadre plus restreint, on voit bien que les arbitrages que nous faisons en Europe, par exemple, ce sont des arbitrages qui ne sont pas clairs. Est-ce que nous sommes pour les énergies renouvelables, ou est-ce que nous sommes pour les énergies, pour la limitation des énergies libératrices de CO2? C'est pas la même chose. C'est tout le problème du nucléaire qui est posé, et notamment c'est au cœur du dialogue, ou de l'absence de dialogue, ou du malentendu franco-allemand. Donc on n'est pas vraiment d'accord sur le diagnostic économique, sur le diagnostic énergétique. Et troisièmement, et c'est ça qui me paraît fondamental, c'est un enjeu mondial qui fait paraître que l'organisation du monde en 200 États souverains totalement indépendants les uns des autres, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, on ne voit pas comment dépasser cela. On voit bien que tout ce qui fonctionne actuellement est multinational, dans le crime ou dans la vertu, tout ce qui fonctionne est multinational, et nous avons une espèce d'éclatement total, de fragmentation totale de l'autorité politique. Et l'Europe, là-dedans, je termine, et l'Europe, dans cette affaire, est évidemment très marginale en plus, elle ne compte que très peu. Et d'où le fait que la
le rapprochement de cet enjeu, la gravité de l'enjeu et de l'impuissance des politiques aboutit à un développement d'une sorte d'agitation fondée sur la juridictionnalisation improbable, traîner en justice des gens qui n'ont pas su empêcher le réchauffement climatique. C'est absurde. La stigmatisation, voire la violence, comme certains véganistes, etc. Tout ça, ce sont des réactions qui sont la conséquence de notre impuissance globale. Donc je crois que là, il faut quand même qu'on arrête, qu'on se pose vraiment la question des modes de gouvernement, d'abord européens et ensuite mondial de la planète, car on est en face d'enjeux qu'on ne peut pas maîtriser dans le cadre structurel qui sont ceux de la politique aujourd'hui dans le monde. Nicolas Bavrez. Contrairement à Jean-Louis Bourlanges, je suis un optimiste invétéré. Et donc, après ce long moment de dépression, je voudrais essayer de vous donner une brève lueur d'espoir. Donc, sur ce qui ne va pas, c'est connu, donc ça a été très bien rappelé. Les dérèglements climatiques, ça n'est pas un risque, c'est une réalité. On est sur une trajectoire de 3,5 degrés supplémentaires à la fin du siècle, et on sait que ça représente effectivement une catastrophe écologique, démographique, politique. Et les deux grandes sources d'inquiétude aujourd'hui ont été rappelées. Les COP ont affiché beaucoup de bonnes intentions, on va conforter les engagements, mais pour l'instant, les actions ne suivent pas. Et par ailleurs, les États-Unis et d'autres se sont retirés. L'idée que l'Europe prenne la suite avec la Chine et l'Inde, c'est une idée qui est belle sur le papier, mais je rappelle que les émissions ont augmenté cette année de 2,6% en Chine et de 1,7% en Inde. Donc ça, ce sont les éléments de préoccupation. Alors, 4 idées rapides qui peuvent permettre justement de fonder l'espoir. Premièrement, cette COP25 a une particularité qu'on n'a pas évoquée, mais que je trouve très intéressante, c'est qu'elle se préoccupe des océans. Les océans, c'était l'angle mort notamment de la COP21, et c'est un enjeu qui est fondamental. Les océans absorbent 90% de la chaleur et le tiers des émissions de carbone. Et là-dessus, on a un vrai enjeu pour en faire un bien commun de l'humanité, ce qui serait par ailleurs une manière de traiter certains autres problèmes. La deuxième chose, c'est que on commence quand même à avoir une vision un peu plus claire. Et je crois qu'il faut, en matière évidemment, les chantiers sont immenses, mais il faut être clair. La priorité absolue aujourd'hui, c'est le problème de la décarbonation. Et c'est le problème du réchauffement climatique. La biodiversité et le reste en découlent. Donc il faut absolument recentrer toutes les actions, parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps, sur ce problème du réchauffement et sur ce problème du carbone. Troisièmement, à côté des États, et c'est une des choses qui progresse, un des problèmes, c'est que jusqu'à présent, ça a été un monopole des États, et que les États, c'est des taxes et des réglementations. Alors les taxes, je suis le premier à dire qu'il faut qu'elles existent. La mécanique économique la plus intelligente, c'est la taxe carbone. Mais la taxe carbone, encore faut-il la rendre socialement acceptable. Ça a été fait en Europe du Nord, on a fait l'inverse en France, avec les résultats que vous connaissez. Le point positif, c'est que maintenant, on a les citoyens, mais il faut parler aussi des entreprises. Il est clair que pendant des décennies récentes, les entreprises ont verdi leur discours pour avoir amélioré leur image, mais elles n'ont pas fait grand-chose. Aujourd'hui, c'est extrêmement différent, c'est-à-dire que pour avoir accès aux consommateurs, il faut absolument maintenant, pour la plupart des entreprises, intégrer la dimension écologique dans leur processus de production, et ça change considérablement. Et la quatrième bonne nouvelle, c'est que cette Europe qui cherche désespérément une raison d'être, peut plus être le droit et le marché. Là, elle en a une exceptionnelle à portée de la main. Et donc, c'est vrai que le fait que la Chine ait un double discours, ce qui n'est pas tout à fait une surprise, le fait que les États-Unis se soient retirés du système, aujourd'hui, l'Europe a une vraie vocation à prendre la tête de ce combat pour le climat. Et elle peut le faire, évidemment, en montrant qu'on peut faire de la taxe carbone de manière intelligente. Elle peut le faire en montrant qu'on peut faire de la croissance inclusive et verte sans tomber dans la décroissance et le malthusianisme. Elle peut le faire avec son grand marché
en verdissant et en inventant les traités commerciaux du XXIe siècle et en ayant une aide au développement qui soit liée à des critères écologiques. Et elle peut le faire surtout parce que c'est un moyen de ramener, à mon sens, les citoyens vers la vie publique et de ramener les citoyens vers l'Europe. Donc c'est une manière nouvelle pour l'Europe de servir et ses citoyens et l'humanité. Restons sur cette note optimiste, si vous le voulez bien, puisqu'aussi bien nous avons atteint la dernière séquence de cette émission, celle des brèves, et à la demande générale, je vais l'ouvrir. Ralentir a été un mot souvent employé, notamment par Matthias Fekl. Ralentir est sans doute ce qui sous-tend un livre publié sous le titre Slow Democracy, livre signé de David Jays et publié aux éditions Alary. David Jays part de la constatation que la mondialisation devrait plutôt être appelée hypermondialisation. Pourquoi ? Parce que elle a sans doute réduit les inégalités entre les pays, mais elle a aggravé les inégalités à l'intérieur des pays. Elle les a aggravées parce qu'elle a été dépourvue, parce que les conséquences de cette hypermondialisation n'ont pas été régulées, et c'est cette absence de régulation qui rendrait, selon David Jays, toute sa légitimité à la nation, mais pas la nation dans le sens où on l'entend à l'extrême droite, mais la nation dans laquelle la citoyenneté, la nation de 1789, celle dans laquelle la citoyenneté précède la nationalité. Son propos est de nous inciter à revenir à la subsidiarité chère à Jacques Delors, donc à réhabiliter la puissance publique, à développer de toutes les manières possibles une démocratie plus directe, à associer les citoyens, à reconnaître, comme disait Michel Crozier, qu'on ne change pas une société par décret. Bref, la nation est, pour David Jays, la seule forme politique dans laquelle on peut faire coexister les libertés civiles avec la solidarité, et c'est un sujet trop important pour le laisser à l'extrême droite. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi j'hésite sur plusieurs brèves. Je crois que vous avez une seule et très longue. Ça va nous faire une longue. Non, vous avez rendu hommage, je crois, déjà à notre ami McCartney, mais je voudrais quand même James McCartney, je vais quand même en dire un mot, était un ami extrêmement cher qui est mort foudroyé par une crise cardiaque, et je trouve très récemment, c'était un professeur à Sciences Po, de langue à Sciences Po, qui était extrêmement apprécié de ses étudiants, et il a écrit des livres dont j'ai rendu compte ici. Notamment 3 livres, et je crois que c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment au Royaume-Uni, qui reste un sujet préoccupant. Il a écrit 3 biographies de Disraeli, de Gladstone et de Lloyd George, et qui éclairent quand même très largement le passé de ce grand peuple un petit peu en suspens aujourd'hui. Nous avions prévu de faire avec lui une émission thématique à partir de ces 3 biographies, justement, et j'ajoute aussi que quand je suis allé acheter la biographie de Lloyd George, le libraire, après avoir regardé son ordinateur, m'a dit « Non, il n'y a pas de biographie de Boy George. » Oui, ce qui prouve que James était très utile, et maintenant il ne sera plus là. Il était en train d'écrire une biographie de Walter Scott, qui aurait été certainement très passionnante. Ce qui me fascine, c'est que c'est un garçon qui est arrivé en France à 18 ans. Il était issu de famille ouvrière de Glasgow. Il a appris le français, et il écrivait ses livres en français, dans un français absolument impeccable, d'une rare élégance. Je crois, je voulais pour toute raison, je dirais pas personnelle et nationale, comme disait le général de Gaulle, mais toute raison personnelle et internationale, saluer ce rôle et vous inviter à lire ses livres. Sinon, l'autre bref, on la fera plus tard. Jean-Louis Bourlanges. Pardon. Je veux bien. Alors là, on va pas me reprocher d'être trop long. J'ai quand même du pouvoir sur lui. Hein. Alors après la longue de Jean-Louis Bourlanges, je vais essayer de faire 2 brèves. Allez au Petit Montparnasse pour voir l'un de nous deux, Christophe Barbier et Georges Mandel, Emmanuel de Chartres et Léon Blum. C'est leur dialogue alors qu'ils sont internés au camp de Buchenwald. Et après l'exécution de Philippe Henriot, l'un des deux va être livré à Vichy. Ce sera Georges Mandel qui sera exécuté par la milice. Le texte est de Jean-Noël Jeannet, c'est superbe. Et un peu sur le même thème, mais plus proche de nous, Sympathie pour le diable, le film sur la vie de Paul Marchand, son métier de journaliste dans le siège de Sarajevo. C'est tout à fait remarquable, et sur le journalisme, et sur ce qu'a été ce siège, qui a fait donc 12 000 morts, et qui a duré entre 92 et 96. Lucille Schmitt.
Oui, alors moi je voulais recommander brièvement le dernier numéro de la revue du musée de la chasse et de la nature, et qui a une revue extraordinaire qui s'appelle Bibaude. Vous savez, Bibaude, c'est la chasse où on va spontanément dans la nature, elle n'est pas organisée. Et cette revue est un objet extraordinaire où on mélange la philosophie, les photos, l'art contemporain. Et le dernier numéro s'appelle Fauve. Et fauve, c'est un mot profondément ambivalent qui renvoie à notre animalité, au lien entre animalité et humanité. Et vous trouverez dans ce numéro à la fois un article de Michel Pastoureau sur la couleur fauve, bien sûr, mais aussi un merveilleux entretien avec Nastasia Martin, cette anthropologue qui a vécu une étreinte avec un ours et qui a écrit et qui a donc failli en mourir et qui, à partir de là, s'est complètement transformé. Personne ne donne des nouvelles de l'ours. L'ours a reçu un coup de piolet sur la patte. Oh, pauvre bête. Et j'espère qu'il a guéri. Mais en tout Commencement de MeToo. En tout cas, le numéro de Bibo de novembre est remarquable et d'une beauté incroyable. Et il vous fera éprouver des émotions insoupçonnées en vous. Mathias Fekl. Alors, j'avais prévu de faire la brève sur le même livre que toi, donc je me rabats sur quelque chose de beaucoup... Non, au contraire. Puisque la règle, Mathias Fekl étant récent et nouveau dans notre émission, ne sait pas encore que la règle des brèves, c'est que chacun parle de ce dont il croit devoir parler. Donc on peut très bien parler en plusieurs... à la fois nous répéter et nous contredire. Absolument, on peut se répéter et se contredire. C'est un livre absolument remarquable et tu en as fort bien parlé. Je parle du coup d'un livre plus léger, mais qui m'a beaucoup plu, ce sont les souvenirs culinaires d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, il a commencé de manière très modeste dans l'auberge familiale et il devient en tout cas chef du Ritz. Et l'un des premiers grands chefs internationaux au tournant du siècle, et lorsque César Ritz crée cela. Et dans ses souvenirs culinaires, il raconte à la fois les produits du terroir de manière magnifique, l'art de les accommoder, l'essor de la grande hôtellerie internationale. On est vraiment dans l'ancien monde, pour le coup, un monde qui a sans doute disparu avec les deux guerres mondiales. Et puis, il parle de sa pensée sociale, de la manière dont, en cuisine et dans l'hôtellerie, il pense qu'il faut prendre soin des salariés dans un domaine où les choses sont souvent difficiles. Et tout cela donne un livre absolument presque politique, historique en tout cas, très fort, et qui vous donnera peut-être envie de lire aussi son guide culinaire. Pour Noël, c'est vraiment une lecture tout à fait adaptée. Peut-être qu'il y a une recette pour accommoder l'ours. Je remercie Nicolas Tourneau qui fait vivre notre site, Benoît Carré qui assure la transcription de nos conversations, Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Olivier Magloire, Julien Neuville qui est notre producteur et Nouvelles Écoutes, et évidemment l'école alsacienne qui nous a, comme d'habitude, généreusement accueillis. Et puis je remercie tout particulièrement aujourd'hui où il était si mal commode d'arriver jusqu'à la rue Notre-Dame-des-Champs, je remercie le public du Théâtre Pierre Lamy à l'école alsacienne. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.